Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission 100% bien-être. C'est Destination Bien-être. Aujourd'hui, c'est un peu la rentrée finalement, la rentrée aussi pour Destination Bien-être et c'est la rentrée pour vous tous. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez pris vos repères, peut-être avec les enfants. Là, c'est la semaine... On est enfin sur la vraie semaine de reprise, donc on prend les repères, on regarde les activités auxquelles on va pouvoir inscrire nos enfants, reprendre le rythme le soir, le sommeil, les repas, toute cette petite organisation. Et ça ne se fait pas toujours sans stress et sans beaucoup d'émotions. Et c'est l'objectif aujourd'hui de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir Nadège Fonini. Bonjour Nadège. Bonjour Anaïs, merci de me recevoir. Avec plaisir Nadège, tu es naturopathe aussi. On s'est déjà rencontrés dans cette émission. Aujourd'hui, je t'ai invité vraiment pour qu'on puisse évoquer ensemble l'accompagnement et la gestion de comment gérer au mieux cette rentrée. Et on a évoqué beaucoup ensemble, c'est un peu comme la nouvelle année. C'est un peu comme en janvier, on remet en place des bonnes résolutions, on remet en place un peu un rythme, certaines routines. Et je trouvais vraiment important d'évoquer aux auditeurs aujourd'hui les routines aussi bien d'hygiène de vie, d'alimentation, de sommeil, d'activité physique. Vous redonnez les clés un peu de prendre soin de vous pour la rentrée après l'été qui a peut-être été mouvementé avec plus d'activités, un rythme un peu plus saccadé, un sommeil plus ou moins réparateur, une alimentation qui est pas toujours appropriée à notre physiologie. Mais en même temps, l'été, c'est un moment aussi où on vient se revitaliser, puisqu'on passe plus de temps dehors, on profite de la vitamine D, parfois on dort mieux, on bénéficie aussi de tous les fruits et légumes d'été, ça nous plaît en tant que naturopathe. Donc voilà, avec Nadège, aujourd'hui, dans cette émission, on va vous parler de quelques règles de base que vous pouvez peut-être, dans vos bonnes résolutions, réintégrer ou intégrer de nouveau. Peut-être que vous les avez perdus de vue. Donc, c'était vraiment l'idée de faire un petit récapitulatif pour vous accompagner physiquement, mais aussi émotionnellement. Puisqu'il y a beaucoup d'émotions en cette rentrée. Souvent, c'est la charge émotionnelle, en tant que parent, elle est forte en tant qu'adulte. Et même si on n'a pas d'enfant, parfois, on sent quand même que c'est la rentrée au sein de l'entreprise, de nos activités. Il y a tout qui reprend. Donc, on va vous parler de tout ça aujourd'hui. Oui, c'est sûr que c'est une période qui bouscule pas mal, cette intersaison. On change de rythme, tu l'as dit, à la rentrée scolaire, même pour les adultes. Ça peut aussi nous rappeler, on en parlait toutes les deux, nos rentrées d'enfance. Donc, on parle beaucoup de détox quand on parle de l'automne, mais il y a aussi énormément de choses qui reviennent en cabinet par rapport aux émotions. Et toi et moi, on est passionnés de ce sujet-là, avec différents outils. On travaille bien sûr en tant que naturopathe avec les fleurs de bac, mais il y a aussi le psychogestionnel, dans ton cas, l'olfactothérapie, des choses qui peuvent vraiment permettre d'apaiser l'émotionnel. On avait envie de profiter de cette émission pour vous interroger et pour que vous puissiez vous interroger aussi sur cette notion d'émotionnel, les ressentis que vous avez en ce moment. Ça peut être une période qui est compliquée parce que la lumière, elle baisse, parce qu'on reprend des activités un petit peu différentes, un peu plus en intérieur aussi. Bon, pour l'instant, on a de la chance, profiter du soleil, comme on a pu le faire à midi toutes les deux. Mais voilà, il y a sûrement des émotions qui sont un petit peu différentes par rapport à l'été qui vous traverse. Est-ce que vous faites le lien avec ces rentrées d'enfance ou pas? Est-ce que pour vous, c'est une période charnière où on peut installer des nouvelles choses en hygiène de vie? Parfois, c'est plus facile même qu'en début janvier. C'est recommencer une nouvelle page, en fait. Voilà, donc prêtez attention un petit peu à nos émotions et à ce qu'on peut mettre en place pour une santé qui soit physique, mais aussi émotionnelle. Ça, c'est important. Bien sûr. Puisque, en effet, comme tu disais, toutes les deux, on s'est beaucoup intéressé à l'aspect émotionnel par le biais de la naturopathie, puisque quand on fait un bilan en naturopathie, on reçoit la personne et il y a un bilan, vraiment, le bilan, il comprend l'aspect physique, mais aussi émotionnel. Et rapidement, ça fait quelques années qu'on a installé toutes les deux, on a constaté très rapidement dans nos pratiques que il y a des désordres fonctionnels liés parfois à notre hygiène de vie qui est pas adaptée, à nos particularités, notre singularité.
mais aussi beaucoup à nos émotions, à ce qu'on a pu accuser un peu, encaisser dans nos vies, à ce qu'on a pu gérer ou non dans notre enfance. Et on trouvait propice aujourd'hui de parler des accompagnements émotionnels qu'on propose, puisque moi, par exemple, avec le psychogestionnel, puisque c'est l'outil que je connais bien, tu vas nous parler après d'Olfacto, Nadège, mais en psychogestionnel, on parle beaucoup de guérison de l'enfant intérieur. Et dans la guérison de l'enfant intérieur, il y a cette notion de finalement, comment s'est passée l'enfance, à quelle peur, quel stress, quelles émotions on a été confrontés. Et c'est vraiment de comprendre, de conscientiser que comme on est aujourd'hui adulte, on est en capacité d'aller guérir par la visualisation, la connexion au corps, d'aller guérir ces parties de nous, toujours présentes en nous, parce qu'on a tous les âges en mémoire dans notre corps, présentes en nous, d'aller guérir ces parties de nous qui ont été, peut-être qu'émotionnellement c'était difficile. Et en cette rentrée, on peut le revivre, consciemment ou inconsciemment. Et l'idée, c'était de vous mettre en lumière. Peut-être que c'est inconscient chez vous, peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi finalement je me sens comme ça émotionnellement, ou vous pouvez observer que d'emmener vos enfants à l'école ou le soir, la gestion du sommeil émotionnellement, ça génère quelque chose qui est pas toujours gérable pour vous, et de simplement vous interroger, vous amener à vous interroger de comment c'était pour vous quand vous étiez petit. Comment se passaient vos rentrées, comment vos parents géraient la rentrée, puisqu'il y a aussi tout ça, en fait, ce qu'on nous transmet. Est-ce qu'il y avait une notion de stress? Est-ce qu'il fallait se dépêcher le matin? Est-ce que vous aviez le temps? Est-ce que c'était à votre rythme? Est-ce que vous vous sentiez un peu à l'écart? Est-ce que vous sentiez que vous étiez accueilli complètement tel que vous étiez? Est-ce que c'était facile? Est-ce que l'école, c'était un lieu sécurisant pour vous, ou à l'inverse, c'est un lieu insécurisant? Il y a toutes ces questions, et parfois, au moment de la rentrée, moi je l'observe beaucoup auprès de ma clientèle, en effet. Là, il y a un afflux important au cabinet de personnes que j'accompagne depuis quelques temps, et là, on voit que la rentrée, il y a un état qui est pas comme le reste de l'année, un état de stress, un état émotionnel de grande fragilité chez certaines personnes, de grande sensibilité, et c'est important que ce soit pris en charge, que ce soit entendu, écouté, et que vous l'entendiez aussi aujourd'hui lors de cette émission que c'est pas anormal, tout est ok, et que peut-être il y a des choses qui ont besoin de sortir pour vous en libérer et puis pouvoir vivre les rentrées prochaines ou celles-ci, les semaines à venir de façon plus sereine. Tout à fait. Ça joue aussi dans la santé. C'est beaucoup pris en compte dans l'accompagnement en naturopathie. Moi, comme beaucoup de naturopathes, je pratique les fleurs de Bach. Donc ça s'adresse aux émotions du présent. On va identifier nos émotions. Identifier, c'est important. C'est comme prendre, par exemple, 2 petites minutes dans la journée pour se faire une petite météo intérieure. Comment je me sens, comment je peux répondre. De plus en plus, plus on fait ça, en fait, plus on va prendre l'habitude de s'écouter. S'écouter, c'est pas forcément quelque chose qui est inné chez tout le monde. C'est même pas toujours évident. On a plutôt été élevé à l'inverse. Ça commence à changer, je trouve, dans les nouvelles générations, et ça, c'est chouette. On parle beaucoup aux enfants. Et puis, quand tu dis s'écouter, ça a plutôt un aspect péjoratif aussi. Oui, c'est ça. Quand on dit à quelqu'un, tu t'écoutes beaucoup. Oui, c'est ça. Alors, nous, on est en train d'apprendre l'inverse aux gens qu'on accompagne, et à nous-mêmes, parfois. Souvent. Et du coup, les fleurs de Bach, ça permet d'identifier ses émotions, de repartir avec son petit flacon, des choses qui sont pour accompagner les émotions présentes. Moi, dans cette problématique-là, par contre, j'avais souvent, comme toi, un petit peu par rapport au psychogestionnel, l'impression que par contre on répétait un peu les blessures du passé, et que en refaisant les fleurs de Bach, il y avait effectivement des fleurs de type, des choses qui revenaient, parce qu'en fait il y a des blessures qui sont inscrites depuis l'enfance, depuis longtemps, y compris des choses qu'on conscientise pas bien et dont éventuellement on se rappelle pas. Bien sûr. Donc l'olfactothérapie, moi ça m'a permis, donc je me forme avec Gilles Fournil, donc qui est le fondateur de la méthode, de m'adresser aux émotions du passé, justement, aux traumas, aux nœuds émotionnels qui sont dans le corps. Et c'est un petit peu l'inverse de la démarche en fleurs de Bach, parce que là, c'est vraiment redonner au corps sa pleine puissance. Lui demander un petit peu ce qui est bloqué. Parfois, on est étonné. Là, je reviens avec quelque chose. Ah tiens, je vais travailler ça avec vous en olfacto.
Pas du tout. C'est complètement autre chose qui refait surface. C'est même parfois perturbant. Il faut être prêt à faire cette démarche-là. C'est un petit peu vouloir se débarrasser de nos béquilles émotionnelles. Elles ont servi un temps, on n'en a plus besoin parfois et le corps, il sait quand il en a plus besoin. Donc voilà, avec les huiles essentielles, avec l'odeur, il n'y a pas de filtre, on va toucher directement les émotions. Avec la qualité vibratoire énergétique des huiles, on va pouvoir un petit peu voyager dans ce sens-là et puis aller dénouer ce qui a été traumatique dans l'enfance, éventuellement, ou parfois un petit peu à d'autres moments. C'est une autre démarche, plus pour le passé. Donc dans ce que tu dis, dans l'olfacto, on vient vraiment faire appel à une certaine mémoire du corps, tout comme on le fait d'ailleurs en psychogestionnel. Comme tu l'as justement dit, il y a cette notion de même ce dont on n'a pas en mémoire, en tout cas consciemment, inconsciemment et surtout notre corps. Moi, je le travaille beaucoup comme ça. Dans la visualisation, il y a des ressentis physiques forts. Le psychogestionnel est une méthode qui incorpore complètement dans le voyage, dans la visualisation, le corps. Donc, il y a vraiment cette notion de réencodage au niveau du corps. Le corps, lui, la mémoire de tout. Il y a un super livre qui est écrit là-dessus, si ça vous intéresse, de Myriam Bruce, qui s'appelle « Votre corps a une mémoire ». Elle explique aussi comment il y a de nombreuses pathologies qui s'expriment quand on est plus âgé parfois, qui font simplement appel à des traumas, des mémoires, de notre expérience de vie, même intra-utérine, c'est très intéressant, des chocs ou des choses qu'on a pu vivre, dont on ne se souvient pas, mais qui vont s'exprimer au travers du corps. Et donc en olfacto, un peu comme la Madeleine de Proust, on va aller grâce aux odeurs, aux huiles essentielles, tout ça, à ces préparations, on va aller réactiver ces mémoires. Qui sont inscrites dans le corps, effectivement. Donc c'est en ça que ça peut être intéressant d'aller travailler. En effet, donc les fleurs de bac, il y en a quelques-unes qu'on peut peut-être vous citer, qui peuvent vous aider. Bon, moi, celle que je préfère, je trouve que c'est le mélange de la rentrée, c'est le rescue. Hein. Ah bah le rescue, c'est le remède d'urgence. Hein. Et j'en profite. Ça, les gens connaissent quand même. Les gens connaissent. Alors j'en profite pour refaire un petit point sur le rescue. Ça me semble important parce que tout à l'heure, en venant à la radio, j'ai eu une amie au téléphone et puis elle m'expliquait en fait son état émotionnel du moment. Elle me dit ah non mais là je te raconte pas ma consommation de rescue. Faut savoir que dans le rescue il y a du cognac. Oui c'est ça. Donc il lui faisait la petite blague de bon en fait tu te fais une petite un petit shoot de cognac au passage. C'est de l'alcoolisme déguisé. Ah, c'est ça. Le conseil naturel du jour. Mais c'était très intéressant de refaire le point sur le rescue, qui est une fleur de bac, un composé de fleurs de bac particulier, et notamment particulier dans la façon dont vous allez le prendre. C'est-à-dire qu'une fleur de bac, dans les recommandations qui sont faites de façon générale, quand on travaille de façon lissée, sur en général 3 semaines, c'est ce qu'on recommande nous en tant que naturopathe dans la prise de fleurs de bac, vous allez faire 3 gouttes 3 fois par jour. En moyenne, c'est ça. Et le rescue, il est particulier puisque c'est un remède d'urgence. On peut l'utiliser de cette manière, mais on peut aussi, et là ça va très bien avec la rentrée, c'est un remède qu'on va utiliser différemment, c'est-à-dire que vous allez faire 3 gouttes, vous pouvez faire tous les 10 minutes, même tous les quarts d'heure, jusqu'à apaisement des émotions, jusqu'à un retour au calme. Et voilà, quand ça peut être le matin, j'arrive au travail, émotionnellement, comme tu disais Nadège, la météo intérieure, c'est quoi ? Peut-être que j'ai le cœur qui bat un peu, je sens que ça tremble un peu à l'intérieur, j'ai peut-être un peu la tête qui tourne. Tout ça sont des signaux du corps, de notre état émotionnel. On parle beaucoup aussi des crises d'angoisse. C'est quelque chose qui revient beaucoup au cabinet. Et les premières fois qu'on fait une crise d'angoisse, on a franchement l'impression qu'on va mourir parfois. Oui, on se demande ce qui se passe, si c'est de l'asthme. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Mon corps est déréglé. Simplement, c'est une alerte du corps qui vient nous indiquer là, il y a quelque chose à écouter au niveau émotionnel qui n'a pas été écouté et pris en charge plus tôt. Et dans cette notion, d'où l'intérêt de faire une petite météo intérieure régulièrement pour ne pas cumuler et prendre en charge au fur et à mesure les besoins, l'écoute. Parfois, comme je le disais ce midi à mon ami, mais en fait, ce dont tu aurais besoin là, c'est simplement de quitter ton bureau, d'aller dehors et de faire juste ce qui te fait plaisir là maintenant. Peut-être c'est d'aller marcher, peut-être c'est d'aller faire du vélo, c'est aussi d'accueillir cet état émotionnel. Le corps, c'est un sacré messager. En reprenant l'habitude d'écouter ces messages-là, on arrive à combler nos besoins, à voir ce qui manque et comment on peut y répondre en fait.
et ne pas arriver à l'état extrême, qui est la crise d'angoisse ou parfois même la dépression. Le burn-out ou des choses, parce qu'on n'a pas écouté avant. Il y a beaucoup en ce moment d'angoisse qui remonte au cabinet. Je sais que c'est quelque chose qui revient pas mal avec la rentrée, effectivement. Il y a une fleur de bac pour la rumination. Il y en a pas mal en ce moment pour la cogitation, qui est White Chestnut, qui est intéressante aussi, qu'on peut citer. Pour les gens qui sont pas au présent, mais qui vont vraiment ruminer, un petit peu tourner dans leur tête le petit hamster. Le petit vélo dans la tête. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup aussi, tu vois, en fleur de bac, il y a White Chestnut. En effet, il y a aussi la plante Eschscholzia. Ou pavot californien, que vous pouvez trouver aussi assez facilement et qui est vraiment la plante du petit vélo dans la tête qui va apaiser en association avec la valériane. Parfois, ça fait des petites, même en tisane, qui vont vraiment vous aider. Dans les fleurs de bac aussi, il y en a une, je trouve, qui va bien, enfin deux précisément, qui vont bien avec la rentrée. C'est Aspen. Oui. Pour les peurs inconnues, ça peut être intéressant aussi pour les enfants. Par exemple, l'entrée au collège, dans une nouvelle classe, un nouvel établissement. Finalement, quand on vient poser la question à l'enfant, qu'est-ce qui vient créer la peur, l'angoisse, c'est l'inconnu. Il sait pas toujours. Ah oui, c'est sûr. C'est plutôt des angoisses en fait. On ne sait pas forcément à quoi répond la peur. Et après, dans les angoisses plutôt ou les peurs connues, Mimulus, qui est la fleur de bac, où là, on sait identifier la peur. C'est la peur je sais pas, moi par exemple, ma fille de 4 ans, elle m'a verbalisé, c'était la peur de rester à la garderie le soir, ou voilà, il y a des petites choses comme ça. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute. Et aussi, pour vous, pour toute la famille, finalement, ces petites fleurs de bac. Oui, c'est sûr. Donc, concernant l'hygiène de vie, maintenant, ça, c'est la partie qui nous plaît aussi beaucoup en naturo. On a vraiment mis l'accent là sur la partie émotionnelle. On va vous parler aussi de la partie physique. Là, la rentrée, ça peut être vraiment de remettre en place une activité physique régulière, une activité qui vous correspond, mais aussi de remettre en place des règles d'hygiène de vie simples. C'est le bon moment là de reprendre les bonnes habitudes finalement. Voilà. Par rapport à l'activité physique, c'est vrai qu'il vaut mieux se tourner vers une activité qui nous plaît. On parlait de détox à l'automne. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté. On en parlait toi et moi hier. La détox sauvage, c'est pas forcément recommandé en naturopathie. Il vaut mieux être accompagné parce qu'on parle beaucoup de détox, mais ça implique plein de choses derrière, et notamment le naturopathe, il va évaluer votre vitalité, votre capacité à le faire à ce moment-là, quels organes ont besoin d'être nettoyés. C'est pas forcément à banaliser. Mais du coup, des règles toutes simples pour favoriser la détox, ça peut être l'hygiène de vie et l'activité physique notamment, qui va s'adresser à tous les émonctoires, donc tous nos organes filtres, qui va réguler le souffle, le système nerveux, donc ça apaise le stress en passant. Et puis ça permet aussi de se remettre dans une activité avec un environnement qui nous plaît, une activité qui nous plaît. Une petite décharge finalement à la fin de la journée, un petit temps à soi, quoi. Dans les organes filtres, parce que nous on parle dans notre jargon, on se comprend bien, mais pour que ce soit entendable pour tous, dans les organes filtres, donc on entend foie, rein, intestin, la sphère pulmonaire aussi, qui est importante, qui fait partie ce que nous on appelle les émonctoires, c'est un peu les portes de sortie de l'organisme. La peau notamment, qui prend le relais quand on se met à avoir beaucoup d'acné d'un coup, des choses. Très important. C'est pas banalisé non plus. D'où l'importance parfois du sauna, du hammam, de transpirer. C'est la surface d'échange la plus importante, la peau. Voilà, il y a vraiment, c'est une grande porte de sortie. Et je me permets aussi d'ajouter quelque chose. Tu parlais de la détox. Dans la détox aussi, gardez en tête que naturellement, notre corps sait se détoxifier. Il sait faire si et seulement si il a suffisamment d'énergie disponible. Et c'est aussi ça notre travail de naturopathe, c'est-à-dire on n'est pas tous égaux. Donc déjà c'est quoi notre capital un peu à la naissance, avec quelle énergie vitale on est arrivé. On n'a pas tous la même énergie vitale. Et les forces, nos forces, nos faiblesses. Et du coup, le naturopathe, il va évaluer aussi, là, maintenant, au moment où vous arrivez dans son cabinet, où vous en êtes. C'est quoi votre niveau de fatigue? C'est quoi votre niveau de stress? Où en est votre vitalité? Et tout ça, ça va donner les indicateurs de est-ce que aujourd'hui vous êtes en capacité physique, même émotionnelle, très important aussi, d'entamer une cure de détox, où on parle beaucoup de jeûne et tout. Alors
oui, c'est des pratiques très très bénéfiques pour la santé quand elles sont bien prises en charge, quand elles sont bien préparées et surtout quand on a la vitalité. Parce que si on est dans l'épuisement physique et émotionnel, c'est pas super la forme. Bah, ça peut être des techniques hyper difficiles et qui ont un impact aussi parfois dévastateur. Donc je pense que c'est important de parler de ça aujourd'hui. C'est aussi pour ça que ces pratiques, elles sont parfois très plébiscitées et en même temps très critiquées. Donc c'est l'ambivalence de toutes ces pratiques, c'est que c'est pas pour tout le monde à tous les moments. Il vaut mieux que ce soit encadré. Effectivement, la vitalité, elle est importante parce qu'en fait, quand on met en place une cure de détox, tu le disais tout à l'heure, les émonctoires, donc nos organes, ils sont capables de se nettoyer naturellement, mais bon, parfois ça s'encrasse un petit peu. Donc ça, le naturopathe, il va évaluer, mais éventuellement à ce moment-là, on peut faire une crise curative, donc qui est normale. On va avoir des urines plus chargées, des selles, éventuellement des maux de tête, on va sortir plus de boutons. Il faut être en capacité de le recevoir, ça, donc d'avoir la vitalité nécessaire. Et c'est vrai que c'est mieux si un professionnel peut évaluer ça avant, quoi. Oui, bien sûr. Donc d'où l'intérêt de l'hygiène de vie. Donc c'est ce dont on va parler tout de suite après cette pause. On va faire une courte pause musicale et on va vous parler justement de comment prendre soin de votre vitalité, comment redonner de l'énergie à votre corps pour que naturellement aussi, il se remette en mouvement, il sache évacuer les déchets dont il n'a pas besoin, que vous ayez, pourquoi pas un sommeil aussi qui soit plus réparateur. En ce moment, on parle beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de sommeil agité, de rêve. Il faut savoir que les nuits agitées, les rêves, c'est très lié au foie. Là, on rentre de nouveau dans une période propice au nettoyage du foie. Donc, tout ça, vraiment, est interconnecté. Donc, comment on peut mettre en place des choses simples? Vous allez voir, vraiment, on va revenir sur les basiques de l'hygiène de vie pour vous redonner les clés. Et c'est toutes ces petites choses qui vont assembler, vous permettre de retrouver de la vitalité, de la sérénité aussi. Parce que quand on est en forme, il y a la sérénité qui s'installe. Quand on dort mieux, quand on gère mieux ses émotions. Tout est lié, donc restez à l'écoute. Je vous dis à tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nadège Fonini, qui est naturopathe et olfactothérapeute. Et nous avions à cœur pour cette rentrée de vous parler de naturopathie, d'accompagnement, d'hygiène de vie, d'hygiène vitale. Et bien sûr, on parlait beaucoup en début d'émission de tout l'aspect émotionnel. Si vraiment vous arrivez et que vous n'avez pas pu nous écouter en début d'émission, n'hésitez pas à réécouter le replay sur notre chaîne YouTube, parce que on a vraiment balayé tout le côté émotionnel dans cette rentrée, ce qui peut se passer pour vous, ce qu'il peut y avoir comme accompagnement émotionnel, olfactif, et encore, bien sûr, nous on parle de nos pratiques. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres outils qui sont à votre disposition, beaucoup d'autres thérapeutes, mais juste de se poser les questions. Et en effet, il y a aussi, on glisse tout doucement vers le solstice d'hiver. Là, on va bientôt arriver fin septembre, entre l'équilibre entre le jour et la nuit, donc une baisse de luminosité. Oui, moi j'avais envie de dire un petit mot là-dessus. C'est un sujet qui me tient à cœur et dont je parle beaucoup en cabinet. On parlait des émotions tout à l'heure, mais il n'est pas anormal, surtout si on est quelqu'un de sensible à ce genre de choses, d'avoir un sommeil en ce moment qui est perturbé, d'avoir un rythme qui se dérégule un petit peu, les émotions un petit peu plus fortes à l'automne. Tout simplement parce que la lumière, elle est en train de baisser. Si on se connecte vraiment à la nature, on voit que depuis, d'ailleurs en médecine chinoise, à partir de mi-août, c'est déjà l'automne. Si on est vraiment connecté, si on sortait des dates du calendrier qu'on a chez nous, effectivement, la nature, pour elle est déjà en automne. Bon, après, c'est un petit peu différent cette année où la forêt ressemblait à l'automne depuis cet été avec la chaleur. Mais effectivement, cette baisse de lumière, elle peut impacter votre cycle circadien, donc qui agit sur le rythme du sommeil, vos émotions. Effectivement, ça peut apporter un petit peu d'angoisse chez certaines personnes. Moi, je vous conseille de vous équiper. On ne regrette jamais d'acheter une lampe de luminothérapie. On n'est pas obligé d'y mettre non plus des 1000 et des 100.
On trouve des choses très bien à moins de 100 €, 70 à peu près. J'avais trouvé la mienne en pharmacie, une Boirer toute bête. Je sais pas si j'ai le droit de citer des marques, c'est trop tard. Mais effectivement, ça agit aussi contre la dépression saisonnière et puis pour réguler le cycle circadien. Donc, ce genre de lampe, mon petit conseil, c'est pour que ce soit vraiment efficace, l'utiliser le matin, surtout le matin. Parce que après, sinon, vous allez déréguler. Effectivement, si vous l'utilisez le soir, ça va pas avoir un grand intérêt. Donc, vous la posez, une petite lampe portable devant votre petit déjeuner. Il faut absolument, par contre, qu'elle ait minimum 10 000 lux pour être efficace. Voilà, vous n'êtes pas obligé de la regarder en face, vous déjeunez devant. Donc c'est surtout le matin et après voilà, par rapport à la baisse de lumière, il y a des choses qui impactent aussi. On a aussi beaucoup moins de vitamine D qui va se fixer l'hiver. C'est toujours intéressant de faire une cure, mais pareil, il vaut mieux voir quelles formes sont assimilables et puis les bons dosages pour vous. Il vaut mieux être accompagné même par rapport à ça. Oui, et puis sinon, ne pas hésiter en pharmacie, ils peuvent vous conseiller. Oui, les pharmaciens, ils sont vraiment habilités à conseiller sur la vitamine D, quel type de vitamine D. Oui. Et puis, tu parlais de ces petites lampes là. Moi, je me suis renseignée auprès d'un pharmacien qui m'a dit que c'était pas du tout problématique. C'est un produit que vous pouvez commander en pharmacie facilement. Ils vous feront la commande s'ils en ont pas en stock, puisque c'est pas des produits qui sont toujours disponible en stock. Souvent une commande, ouais. Mais on regrette jamais, parce que quelqu'un qui aurait de la dépression saisonnière ou des problèmes de sommeil, vraiment, les automnes-hivers sont différents, quoi, sont facilités. Les réveils sont moins violents. Il y a vraiment quelque chose qui se recale. Parce que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, effectivement, à la baisse de lumière. Ça peut même agir sur le moral, effectivement. Ouais, je pense que finalement, on l'est tous. Parfois, on l'identifie plus ou moins. On ne sait pas forcément que c'est ça, ouais, voilà. Mais ça change la vie quand même. Donc, dans les petites choses aussi que vous pouvez mettre en place, il y a toujours cette notion d'eau. Oui, l'hydrologie. On aime. On adore. C'est la base, c'est facile. On parlait tout de suite, là, hors antenne, du nettoyage, éventuellement, de ce côté détox. Moi, je pense que déjà, de boire 1,5 litre d'eau, pas trop minéralisée et en dehors des repas, déjà, c'est quelque chose qui est très puissant et qui aide à redonner, à nettoyer, drainer, charrier les déchets du corps. Il y a aussi le chaud. On parlait tout à l'heure pour la peau, le sauna, le hammam, mais moi, mon conseil et ce que je préfère, et j'en ai un peu partout dans ma maison finalement maintenant, c'est la bouillotte. La bouillotte chaude sur le foie. Je vous rappelle que le foie, il est sous vos côtes à droite. C'est bien de le redire. Effectivement, la bouillotte et l'eau, en fait, l'hydrologie, ça va être des manières très simples et naturelles, sans aller tout de suite sur des plantes qui peuvent avoir certaines contre-indications. C'est pour ça que c'est plus intéressant de se faire accompagner. Ne serait-ce que par l'eau, avoir une eau qui est pas trop chargée. En plus, chez nous, quand même, on boit pas mal de calcaire, donc qui charge moins nos organes filtres dont on parlait tout à l'heure. Et puis la petite bouillotte sur le digestif, 10 à 15 minutes le soir. Je crois qu'on a la même maison, plusieurs bouillottes chez nous. Ça aide les contractions musculaires, mais ça aide aussi en fait nos organes pour fonctionner. Ils ont besoin de chaleur. Si on leur apporte, naturellement, on va accélérer un petit peu ces phénomènes de détox et de nettoyage, parce qu'on va apporter la chaleur, le corps a moins besoin de fournir d'énergie, ça va aller plus vite en fait. Donc c'est toujours intéressant de le mettre, mais 10 minutes, pas plus, ça suffit en général. Et oui, on parlait de l'automne, donc le moment pour le foie, un peu la période de foie du nouveau. Tout à l'heure, juste avant la pause, on évoquait le sommeil. Donc, quand vous avez des problèmes, par exemple, de sommeil, d'endormissement, mais aussi que votre sommeil est très agité, qu'il y a beaucoup de rêves, pensez au foie. Et au niveau de la chaleur, il faut savoir que le foie, c'est l'organe du corps qui a le besoin de plus de chaleur. Donc, la chaleur que vous allez apporter grâce à cette bouillotte, c'est la chaleur que votre foie n'aura pas à produire. Et du coup, c'est une énergie qui va pouvoir conserver et mettre à contribution pour sa régénération le soir. Et oui. Donc ça me donne envie de rebondir aussi sur l'alimentation un peu idéale du soir, par exemple. Oui, après, juste une petite parenthèse sur le sommeil. Moi, c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, avec le changement de rythme, la baisse de lumière, tout ça, on l'a évoqué un petit peu. On peut c'est peut-être le moment aussi de remettre en place certaines petites routines pour favoriser ce sommeil. On voit beaucoup en ce moment d'insomnie. Justement, il y a aussi les petits réveils à 3h du matin, typiquement, là, c'est le foie. On peut reprendre les petites habitudes. Ça va être les vôtres, la routine de prendre un petit livre avant de vous coucher,
coucher, éviter peut-être les lumières des écrans trop avant de se coucher. Faire une sieste dans la journée aussi pour ceux qui ressentent le besoin, qui ont un digestif qui va fatiguer après le repas du midi. Longtemps, les médecins du sommeil ont un petit peu parlé de la rétention de sommeil et prônaient pas forcément la sieste. On est en train de revenir sur ces notions-là et au contraire de s'apercevoir qu'on n'a pas tous le même rythme, pas tous le même sommeil et le même chronotype par rapport à ça. Et que si on est fatigué et qu'on a l'occasion et la possibilité de le faire après une petite pause dans la journée, c'est bien de pouvoir faire cette pause-là. Installer une routine aussi. Alors ça peut être, je sais pas moi, la musique douce à diffuser avant de se coucher, quelques petites huiles essentielles relaxantes, la lavande, des choses qui nous apaisent en fait, qui font du bien. Ce que tu dis, c'est intéressant sur le sommeil et la sieste, puisque chez les bébés, typiquement, on dit que le sommeil appelle le sommeil. Oui. C'est-à-dire qu'un enfant à qui on va faire manquer la sieste, on pourrait dire il va mieux dormir le soir, et c'est tout l'inverse qui se produit. Et je pense en effet que chez nous aussi, les adultes, et on en a tous fait l'expérience à un moment ou à un autre, j'ai été fatiguée toute la journée, j'ai un peu lutté, peut-être que j'ai consommé en plus des excitants. Pour tenir, pour fonctionner en fait. Le café, le thé, le sucre aussi, le chocolat, tout ça. Et le soir, j'ai des difficultés à trouver le sommeil. Et oui, on tient en tension nerveuse, on va pas forcément s'endormir mieux. Et c'est même un cercle vicieux. Il y a des gens qui vont passer beaucoup de nuits comme ça sans sommeil et qui vont se priver de petits temps où ils pourraient se reposer. Donc soit une sieste, soit parfois... On peut aussi mettre son cerveau dans un état de relaxation, faire une petite relaxation, ça met en onde alpha, tout de suite ça va nous poser un petit peu, faire un petit temps de méditation. Ça sert à rien de lutter effectivement. Chez les enfants c'est criant, on voit vraiment que c'est pas efficace de les priver de sommeil pour qu'ils dorment mieux le soir, quoi. Et après aussi, donc, de redire à quel point, et je crois, Nadège, que toi, personnellement, t'en as fait l'expérience aussi, quand il y a des problèmes de sommeil qui sont installés, que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, que c'est pas juste quelque chose de passager, qu'on peut réguler avec une routine ou en mettant quelque chose en hygiène de vie, à aller chercher, donc ça, on aime beaucoup en naturopathie, la cause de la cause de la cause. Quelle est la cause? Et peut-être que c'est intéressant d'aller regarder dans votre histoire, au niveau émotionnel, de vous faire accompagner, voilà, à quel moment ce sommeil il a été perturbé, déréglé, ou quelle information a pu être finalement engrammée dans le corps. Tout à fait. Oui, c'est vrai que quand on a tout mis en place, quand on a fait tout ce qu'il fallait, qu'on a mis en place tous les petits conseils de manger moins le soir, voilà, on le verra un petit peu en nutrition, tout ça. Ça sert à rien de culpabiliser. En fait, on a mis tout ce qu'il fallait en place. Souvent, c'est qu'il y a un traumatisme ou quelque chose qui est ancré. T'en parlais, donc je me permets de glisser un petit mot. Moi, j'étais une grande insomniaque et effectivement, j'ai pu réguler ces problématiques-là. Je vous dis pas que ça m'arrive pas du tout d'avoir des insomnies, mais effectivement, j'avais ce problème-là depuis l'enfance. Donc, quand on l'a depuis l'enfance, on peut faire un lien à la naissance. C'est des choses qui sont inconscientes. Quand on n'a pas de souvenirs traumatiques, c'est intéressant d'aller travailler sur des techniques comme on peut proposer en accompagnement psycho-émotionnel, parce que comme on disait tout à l'heure, en psychogestionnel, en olfactothérapie, on va aller s'adresser au corps et c'est lui qui va dénouer ces nœuds-là. Donc moi, personnellement, ça s'est fait grâce à l'olfactothérapie sur des mémoires de naissance. Il ne faut pas banaliser le fait que ça peut être traumatique ou il peut y avoir des choses de ce côté-là. Ça peut vraiment aider d'aller creuser du côté émotionnel pour ces problématiques-là. Dans les techniques aussi qui sont intéressantes à aller regarder quand il y a des problèmes de sommeil qui font appel au corps, il y a la kinésiologie, qui est un outil aussi que moi, personnellement, on m'a beaucoup aidé aussi. On passe par le corps et une nouvelle fois, on interroge le corps et pas le mental. Oui. De quelle est la problématique. Et c'est aussi un outil qui va aller chercher une méthode, la kinésiologie, qui va aller chercher la cause de la cause de la cause. Enfin, on est vraiment dans cette démarche de tout a une raison. L'humain, il est beaucoup dans le mental, en fait. Mais le mental, il protège nos affects douloureux. Ça va être... on a des béquilles émotionnelles qui sont valables un temps. Il faut surtout pas... Nous, on se permet pas dans nos pratiques de les faire tomber si la personne, ça lui sert encore. Effectivement, il y a des choses qu'on va mettre en place dans notre vie face à des traumatismes. On fait surtout comme on peut. C'est des mécanismes aussi de protection et de survie. Oui, tout à fait. Mais parfois, on sent qu'on pourrait s'en débarrasser. Là, c'est le moment d'aller consulter, de voir ce qu'on peut faire par rapport au niveau émotionnel ou traumatique éventuellement. Donc, pour la partie hygiène de vie, quand même, venons-en au fait. Oui. L'émission et le temps avancent. Alors, on va faire un petit rappel. Donc, on évoquait l'eau, bien sûr, très important. L'activité physique,
des activités qui vous font du bien émotionnellement, physiquement. S'il peut y avoir un peu de transpiration, c'est important aussi. Vraiment, voilà. Le détox de cette façon-là. J'ai une petite parenthèse sur le brossage à sec, moi que je trouve très intéressant après l'été. Alors c'est intéressant pour il faut pas du tout penser que ça va faire partir le bronzage. Ça permet d'entretenir la peau et c'est une forme de détox aussi parce qu'on va aller enlever toutes ces petites cellules mortes et favoriser la circulation lymphatique. Donc de brosser avec une brosse spéciale en direction du cœur, on peut faire ça avant de prendre sa douche. Si on a une peau très sèche derrière, c'est bien quand même de l'hydrater ou de la nourrir, mais c'est valable aussi pour les peaux sèches. Moi, je le fais et au contraire, j'ai plutôt une peau qui va mieux et avec des cellules mortes qui s'illuminent. C'est toujours bien après l'été de s'occuper de ça et de relancer cette circulation, y compris lymphatique. Oui, et en plus, moi aussi, j'adore le brossage à sec. C'est quelque chose que je pratique beaucoup et j'en ressens vraiment des bienfaits. Il y a aussi cette notion, je trouve, qui est importante au niveau du système nerveux, de détente. C'est comme un moment où on s'octroie aussi un soin. Il y a un micro-massage. En effet, il y a cette notion de massage un peu lymphatique. Et tu parlais de la notion de peau sèche. Moi, j'ai observé, alors je pense qu'il y a une distinction parfois, on a l'impression qu'on a la peau sèche, mais c'est les peaux mortes qu'on voit, c'est blanc. Voilà, c'est blanc, on se dit, j'ai la peau sèche, et en fait, en brossage, ça part. Elles partent, ouais. La peau est beaucoup plus jolie, beaucoup plus, on dirait qu'elle est hydratée, tout simplement. Ouais. Et il y a cette, aussi dans l'hydratation, donc penser la peau, c'est beaucoup par l'intérieur. Alors aujourd'hui, on nous vend beaucoup de cosmétiques. Il y a beaucoup de produits pour tout finalement, la cellulite, le machin. Enfin voilà, c'est penser que n'oubliez pas que la peau c'est la première surface d'échange et d'absorption. Donc ce que vous mettez sur votre peau, vous le consommez. C'est comme si vous l'ingériez. Donc est-ce que la crème que vous utilisez actuellement, vous seriez en capacité de l'avaler? Et ça, c'est important parce que je trouve que on parle beaucoup aujourd'hui et c'est vraiment nécessaire d'en parler des perturbateurs endocriniens, de tout ce qu'on ingère. Surtout nous les femmes, il y a beaucoup de produits qui nous sont proposés sur la peau, sur nos vêtements aussi, sur les serviettes hygiéniques. Dans les teintures qu'on se fait sur les cheveux, tout ça, il y a des perturbateurs endocriniens. Notre corps les absorbe et ça vient vraiment dérégler complètement notre organisme, le fonctionnement hormonal. Enfin, c'est une incidence très globale. Là, tu me fais plaisir parce que c'est vraiment le sujet de mon mémoire, la slow cosmétique. Et donc, l'idée, effectivement, comme tu le dis, c'est théoriquement, il faudrait pouvoir quasiment mettre sur sa peau que ce qu'on peut ingérer. Et on a tendance à faire attention un petit peu à ce qu'on met dans l'assiette. On ne se verrait pas ingérer. Oui, et encore, ça dépend. Il y a beaucoup d'ultra transformés, mais il y a la même chose en cosmétique. On peut faire le lien en fait à la cosmétique. Et finalement, ça nous dérangerait de mettre du pétrole dans notre bouche, dans ce qu'on ingère, mais ça nous embête pas d'aller se coller tous les jours sur la peau, alors que ça pénètre des perturbateurs endocriniens, des additifs, beaucoup de choses comme ça, des sulfates qui vont nous agresser de part et d'autre. Finalement, si on veut faire une détox, ce serait bien aussi de faire le ménage de la salle de bain. Parce qu'il y a beaucoup trop de produits, c'est très marketing. Et dans l'idée, en réalité, quand on sort de ça, le minimalisme, c'est toujours bien. Si on avait la bonne huile essentielle qui correspond à notre type de peau ou à nos cheveux, la bonne eau florale et puis les bonnes huiles végétales, ça suffit. Moi, j'adore aussi, tu vois, tu dis, je suis d'accord. Moi, j'ai l'huile essentielle qui te correspond et en fonction aussi de ta période de vie. Et oui. Parce que ça change. Moi, je me suis vraiment observée changer, tu vois. L'huile végétale qui va bien. Et il y a aussi, moi, j'adore le gel d'aloe vera. Ah, mais ça, c'est fantastique. Tu vois, qui peut aussi bien faire, qui va bien hydrater, qui peut se mélanger à l'huile végétale et faire ce côté onctueux. Qui sert à tout, en fait. Effectivement, la peau, pour pouvoir... Les gens qui me disent, on manque d'hydratation. L'aloe, j'ai essayé, vous m'avez dit d'essayer, ça marche pas. En fait, très souvent, on l'applique très mal. La peau, vous pouvez faire le test dans un verre, vous remplissez d'eau, vous mettez un peu d'huile par-dessus, vous faites la même chose dans un deuxième verre où il n'y a que de l'eau. Celle où il y aura de l'huile, ça va conserver le niveau d'eau. En fait, la peau, pour garder l'hydratation que va apporter l'aloe vera, elle a besoin d'avoir une phase huileuse. Et donc, souvent, quand on applique l'aloe vera, le petit tip, ça va être de mettre un petit peu d'huile, une petite goutte d'huile végétale avec,
pour que ça garde l'hydratation. Sinon, l'aloe, il va avoir tendance à faire un effet tenseur, en fait, qui fait plutôt sec. Mais en fait, c'est le même principe que les crèmes dans le commerce. Il y a une phase aqueuse, une phase huileuse. Et c'est comme ça qu'on conserve la nutrition de la peau et l'hydratation aussi. Et puisqu'on parle de la peau et pour faire le lien avec l'alimentation, donc on a bien sûr parlé d'hydratation, donc l'eau que vous buvez est très importante. Et pour ce côté aussi, on parle du gras, pensez au bon gras. Et ça, moi, je passe mon temps à le dire, mais je le répète parce que c'est hyper important. Les oméga 3, notamment les bons acides gras, donc qui sont présents dans les petits poissons, sardines, maquereaux, foie de morue, que vous devez consommer au moins 3 fois par semaine pour avoir votre quantité en oméga 3. Sinon, c'est les huiles comme lin, noix, chanvre et cameline. Et ça, c'est au moins 3 cuillères à soupe par jour dans votre alimentation. Ces huiles, elles ne supportent pas la chaleur, elles doivent être conservées au frais. Et si vous n'avez pas ça dans votre alimentation, en fait, vous êtes carencé en oméga 3 et les oméga 3, c'est eux qui nourrissent, qui vont maintenir cette bonne hydratation, bonne élasticité de la peau. Donc chez nous, les femmes, par exemple, ça revient souvent les vergetures, tout ça. Moi, j'adore dans mon accompagnement la Mama Libré, je m'adresse beaucoup aux femmes enceintes. La première, si on devait donner un seul conseil aux femmes anti-vergeture, plutôt que, alors là, désolé nos amis les pharmaciens, pour toutes les crèmes très bien que vous vendez avec bon cœur, mais en fait... Pas adapté du tout, en fait. Mesdames, consommez des huiles riches en oméga 3 dans votre alimentation et c'est l'assurance, vous pouvez signer en bas à droite, de 0 vergeture, en fait. Tout à fait. Et ça, on le dit pas assez. Donc, dans l'alimentation, c'est précieux. Et les oméga 3 sont aussi hyper importants pour donc la peau, le système nerveux, le système hormonal aussi. Très anti-inflammatoire aussi. Il y a beaucoup d'inflammation aujourd'hui dans les maladies. Il y a beaucoup de choses. Exactement. Ça joue sur tout le système, tout l'organisme. Pour les vergetures, juste une petite chose, l'huile de rose musquée, une fois qu'elles sont là, ça aide beaucoup à faire disparaître les cicatrices et puis aussi elle est un petit peu chère, mais très très efficace. C'est vrai. Et on n'est pas obligé d'en mettre une grosse quantité. Non. D'ailleurs, on peut juste appliquer sur la zone concernée. Ouais. Mais voilà, donc les oméga 3, en effet, comme tu disais, très anti-inflammatoires. Il y a aussi l'aspect au niveau protection du système cardiovasculaire. Ça, c'est important. Oui. Et système nerveux. Et juste pour le système hormonal, parce que j'en profite, je suis obligée, parce que là, ça me fait penser au côté du cycle féminin. Mesdames, si vous nous écoutez, sachez que ce n'est pas physiologique ni d'avoir des règles. Tout symptôme menstruel, prémenstruel, lié à la ménopause n'est pas physiologique. C'est pas normal. On n'est pas obligé de s'habituer à ça et c'est pas une fatalité. Ça peut se régler avec un travail en naturopathie d'ailleurs. Mais ça peut se régler via l'alimentation. C'est pas normal. C'est que c'est lié à des carences, qu'il y a des choses dans votre alimentation dont vous manquez. Et en fait, merci ces symptômes, mais il faut qu'ils soient entendus. Là, j'ai encore eu le cas. Ce sont des symptômes, quoi. Ce sont des symptômes. On le dit pas assez, c'est et vrai. D'ailleurs, j'ai encore entendu une jeune fille là, qui est venue en consultation avec sa maman, qui a 14 ans et me dit, je lui dis, sinon, est-ce que tu es réglée? Est-ce qu'il y a des douleurs? Elle venait pour de l'acné. Elle me dit, oui, j'ai mes règles. Et je lui dis, il y a des douleurs? Et en fait, elle me dit, non. Et là, sa maman me dit, non, elle prend du Doliprane et du Spasson et ça va très bien. D'accord. Oui, mais ce sont des symptômes qu'on étouffe, quoi. Ça va pas très bien. Enfin, ça veut dire que oui, il y a des symptômes et ils sont pas écoutés. Donc, ça veut pas dire qu'on doit pas prendre de médicaments quand il y a une douleur. C'est juste c'est pas parce qu'on prend un médicament pour ne pas ressentir la douleur que le symptôme n'est pas là. Donc, il faut écouter le corps qui est notre messager. Voilà. Dans les problématiques hormonales, le rôle du foie est très important aussi. Donc c'est vrai qu'on dit souvent que la détox c'est à l'automne, on s'occupe surtout de la détox hépatique. Donc comme on disait tout à l'heure, intéressant surtout quand c'est encadré. Il y a aussi des plantes qui ont des contre-indications, qui peuvent ne pas être prises avec certains de vos traitements médicaux éventuellement. Mais en travaillant sur le foie, on travaille aussi sur l'hormonal. C'est un peu le grand chef d'orchestre. Donc c'est toujours intéressant de faire le point, surtout à cette période-là ou au printemps. Donc pour votre alimentation, donc bien sûr il y a le petit déjeuner. Donc le matin, soyez, observez déjà si vous avez faim ou pas. Ça c'est important. Oui, on nous dit beaucoup que c'est le repas le plus important de la journée. Alors ces principes-là, moi je trouve qu'ils ont été érigés à des périodes où on était beaucoup moins sédentaires aussi et où les personnes avaient des métiers très physiques. C'est plus le cas aujourd'hui. Votre corps, s'il vous envoie le message qu'il n'a pas faim, c'est qu'il est encore en train de procéder à travailler sur le digestif, éventuellement de la veille. Donc si par exemple les gens le matin n'ont pas faim, c'est pas un problème de faire une forme de jeûne intermittent et de pas manger à ce moment-là, quoi.
Il faudrait savoir écouter nos besoins. Oui, et bien écouter, c'est-à-dire ne pas avoir faim, c'est ne pas masquer la faim, par exemple, par la consommation de café ou de thé, et qui peuvent venir masquer aussi la sensation de faim, ou aussi le tabac. Donc ça, c'est intéressant aussi. La faim, ouais. Quelqu'un qui vous... Enfin voilà, si vous êtes dans ça de dire j'ai pas faim, mais il y a une cigarette ou il y a un café, c'est peut-être pas vraiment qu'il y a un manque d'appétit. Donc d'observer ça. Évitez de consommer trop sucré le matin. Ah oui, notre petit déjeuner à la française, il est reconnu dans le monde, mais alors il est trop sucré, hein, ça pose problème. Alors on n'a pas toujours la facilité à passer à un petit peu plus salé, mais sans aller dans quelque chose qu'on travaille beaucoup, on peut aller sur des œufs, du pain complet, des toasts d'avocat. Je sais pas si toi tu as des petites formules, des petites recettes. Il y a aussi toutes les purées d'oléagineux, les purées d'amandes, de noisettes, qui sont parfois un bon intermédiaire entre le salé et le sucré, puisqu'il n'y a pas de sucre ajouté. Et c'est des bonnes graisses en plus. C'est des bonnes graisses, et ça peut être mis sur un pain semi-complet, ça peut être des fruits secs, éventuellement peuvent être ajoutés dans votre petit déjeuner. Moi j'adore aussi conseiller le granola maison à la limite, où vous ajoutez pas de sucre, le miam aux fruits aussi, que je trouve qui est un super petit déjeuner. Ah oui, c'est les bons apports en plus, quoi. Parce que dans le miam aux fruits, donc n'hésitez pas, il y a les recettes, vous trouvez facilement les recettes du miam aux fruits sur internet, et il y a vraiment les bons acides gras qui sont apportés, et c'est pas de sucre raffiné, donc ça vous donne la vitalité, l'énergie pour le matin, et surtout ça évite le coup de pompe qu'on peut avoir en fin de matinée. Si vous sentez qu'il y a une baisse d'énergie, que vous avez besoin de manger en fin de matinée, pourquoi pas même un peu la tête qui tourne, la nausée et tout, souvent c'est très lié à l'apport en sucre qui a été fait le matin. Donc il y a une baisse de la glycémie en fin de matinée, et là on se sent pas super bien, quoi. Si on voulait respecter vraiment les besoins de notre corps et puis favoriser le fait que la sérotonine se déclenche plus tard, donc dans la journée, et favorise notre sommeil aussi, en fait, on mangerait pas sucré le matin. Après, c'est vrai qu'il y a des habitudes qui sont culturelles aussi, mais on peut essayer de mettre en place ces petites habitudes-là. Ça peut être intéressant, et puis le miam aux fruits, en plus d'être intéressant au niveau apport, c'est savoureux, donc ça vaut le coup d'être testé quand même. Complètement. Et ça peut être aussi, comme je suis d'accord avec toi sur le côté d'essayer. De tester, parce que moi par exemple dans mon expérience personnelle, ce qui a fait que j'ai maintenu certains changements dans mon alimentation, c'est l'observation des effets que ça a eu sur mon niveau d'énergie pour la journée. C'est ça qui a fait que je me suis dit est-ce qu'il y a un coup de pompe, parce que je me sens super en vitalité, comment je me sens derrière, c'est ça, quoi. J'ai pas envie de faire chemin arrière. Typiquement, c'est pour passer au repas du midi. Donc c'est le repas où vous pouvez consommer des protéines animales. Pensez à une petite tentée de crudité, pensez aux bonnes huiles sur vos crudités. Si vous mangez pas de protéines animales, donc les légumineuses, les œufs, il y a plein de protéines. Par contre, il faut avoir des protéines. Moi, je me retrouve beaucoup confrontée avec des gens qui se lancent dans des régimes vegan par éthique, pour plein de raisons. C'est très bien, il n'y a pas de souci, simplement il faut que vous ayez un apport en protéines, et souvent les gens qui se lancent un petit peu, on va dire, sans connaissance nutritionnelle, on aboutit à des carences, et complètement face à ça aussi, parce que on va avoir un apport qui manque tous les jours, et remonter la carence, c'est compliqué, donc il vaut mieux essayer d'avoir une assiette équilibrée. Oui, c'est pas parce qu'on devient végétarien qu'on se met à manger que des pâtes et du riz. Ah non. Donc c'est vraiment de penser à protéines. Il y a la protéine végétale, et d'ailleurs j'en profite pour protéines végétales. C'est pas forcément que le tofu, le soja et tout. C'est aussi très simplement. Et d'ailleurs je trouve quand on voyage, que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud, c'est l'association basique de céréales et légumineuses, donc le riz, haricots rouges, le riz lentilles, tous ces plats-là, et par association céréales légumineuses, vous allez vous retrouver avec de la protéine végétale. Donc évitez les carences, et donc en effet, pour ceux qui ne seront pas végans mais juste végétariens, les œufs c'est un super aliment. Évitez de cuire trop le jaune, maintenez le jaune, pour pas trop moi la cuisson pour moi c'est quelque chose d'important. Si vous achetez des œufs bio et tout, maintenez ce jaune qui est plein de tous les bons acides aminés, et de pas trop le cuire pour pas le détériorer.
Donc, c'est vrai que l'œuf, en fait, les protéines, elles sont composées d'acides aminés. C'est les petites briques qui vont constituer un petit peu notre organisme. Si on doit schématiser, l'œuf, il a tous les acides aminés à l'intérieur. Et quand tu parlais de céréales légumineuses, on n'a pas beaucoup finalement en France, c'est vrai, hein, de plats traditionnels qui sont comme ça, mais ça se fait beaucoup à l'étranger. Et les plats aujourd'hui végétariens, ils vont beaucoup être céréales légumineuses, mais il y a une raison nutritionnelle, c'est qu'il va manquer un des acides aminés dans la céréale et un des acides aminés dans la légumineuse. Et en associant les deux, on va avoir tout le pool des acides aminés qui va s'assimiler correctement. Mais il les faut, les protéines, elles sont importantes. Il les faut. Donc voilà, donc pensez à ces associations. Dans le midi, soyez vigilants. Moi, je le redis, et observez aussi sur ce que vous consommez à la fin du repas. Le dessert, sachez juste que l'estomac, il fait pas machine à laver, et que au niveau digestif, c'est vraiment des couches qui viennent se mettre. Et quand on mange du sucré à la fin du repas, cet aliment sucré, donc la bonne tarte aux pommes de mamie, ou le yaourt, la danette au chocolat, là, elle vient se mettre en dernier, et le sucre va fermenter. Et ça va créer des désordres au niveau digestif, au niveau de l'assimilation, après au niveau du tube digestif. Et c'est s'assurer des ballonnements et le coup de pompe de l'après-midi, quoi. Donc c'est ça qui va faire que vous allez avoir des difficultés à digérer, ça va ralentir la digestion, et que vous allez vraiment avoir cette sensation à la fin du repas de ballonnement, de gaz, d'envie de dormir lourdeur. Aussi. Oui, c'est ça. En fait, on peut tout simplement tester. Le mieux, c'est de pas nous croire, c'est d'essayer, de toute façon. Donc les problèmes les gens qui ont des digestifs fragiles, tout de suite, vous allez voir la différence. Si vous prenez votre fruit, le fruit, normalement, il est assimilé très vite en 20 minutes. Vous le prenez sur un estomac vide, il n'y a pas de souci, il passe très bien. Par contre, s'il tombe sur le bol alimentaire que vous venez de manger, pour les gens qui vont avoir des digestifs fragiles, il y en a, ça pose pas forcément de problème. Ça va fermenter, ça va créer des inflammations, et ça va être problématique parce qu'on a cet apport de sucre qui tombe sur le reste. Donc le fruit, comment on fait ? On peut, si on veut vraiment cette petite note sucrée, on peut le prendre cuit, c'est-à-dire la compote, c'est OK. Ça va pas créer cette fermentation-là, ou alors le prendre hors repas, prendre cette habitude-là. Mais vraiment essayer, et pour ceux qui ont facilement ce genre de lourdeur intestinale, de gaz, de ballonnement, enfin cette gêne-là, vous allez voir que si vous prenez plus ce fruit en fin de repas, en voulant bien faire en plus, parce que c'est bon le fructose comme forme de sucre, et effectivement vous vous sentirez plus léger et mieux derrière, quoi. Et n'hésitez pas à le mettre en début de repas. Oui. Moi, je trouve que je le fais très facilement, même avec mes enfants. Je cuisine et c'est leur entrée. En fait, là, il y avait les pêches et tout. Donc, il y a une assiette de fruits qui est posée sur la table. Ça fait office d'entrée. Ils grignotent dedans. Et quand même, le fruit est consommé parce que comme tu le disais avec toi, c'est un super aliment. Enfin, les fruits, c'est hyper important dans notre alimentation. Mais juste d'observer à quel moment on le place. Et s'il est en début de repas, il posera pas de problème. Ou pour le goûter à un autre moment. C'est une histoire d'habitude, en fait. Mais finalement, les habitudes alimentaires, elles ont autant d'importance que ce qu'on met dans notre assiette. Le fait de manger en conscience, d'identifier ses besoins, les portions dont on a besoin, donc aussi de mastiquer, de prendre le temps de laisser arriver cette satiété au lieu de par exemple, quand on mange pas du tout en conscience devant un écran, on va avoir tendance à surmanger. Parfois, les gens sont même incapables de me dire ce qu'ils ont mangé le midi. C'est un petit peu comme si on n'était pas tout à fait là. Mieux assimiler, manger en conscience, ça facilite aussi le reste de la digestion. C'est pour les personnes qui ont des problèmes digestifs, les habitudes alimentaires, elles sont très importantes. Et d'ailleurs, dans le côté enzymatique, il faut savoir qu'au niveau de les glucides, donc le sucre, il est prédigéré uniquement dans la bouche. Après, le reste de votre système digestif n'a pas le matériel. Et quand il y a des ballonnements et des gaz, souvent, c'est que la mastication, elle n'a pas été bien faite. Et c'est une problématique qui revient beaucoup chez les femmes. On est tout le temps à faire 1 milliard de choses à la fois. Donc, on a des difficultés à vraiment être présente, à manger en conscience. Et moi, j'ai aussi beaucoup observé, et j'en ai parlé souvent avec des sages-femmes qui elles-mêmes l'ont observé dans l'alimentation chez la femme. Et ça relie aussi avec, on parlait du stress. Souvent, le stress, on pense au magnésium. Souvent, quand les femmes se remettent à bien mastiquer, elles n'ont plus de carence en magnésium. Et non, c'est assimilé. Donc, elles assimilent. Donc, pensez aussi qu'il y a tout. Alors, bien sûr, parfois, les compléments alimentaires peuvent aider. Ça nous fait gagner du temps. Mais dans votre assiette, il y a déjà tout.
Si c'est bien consommé, que vous mastiquez bien, vous l'assimilez bien, tout est disponible pour qu'on aille bien. On n'est pas obligé de se complémenter à longueur d'année, d'avoir cette notion de mastication et de notre assiette, la constitution de notre assiette. L'assiette, c'est la santé en fait. C'est notre carburant premier, l'alimentation. Ah bah oui, que ton aliment soit ton médicament, c'est complètement vrai. Si on met en place déjà une bonne nutrition, alors bonne nutrition, ça veut tout et rien dire parce qu'effectivement, selon les problématiques de santé qu'on va avoir, et ça, votre naturopathe en bilan, il l'observe, on va pas avoir la même nutrition pour une personne ou une autre. Il y a des bases comme ça. Après, il y a des choses qu'il faut aussi adapter à vos besoins. Il faut vraiment répondre à vos besoins personnels. C'est important. Et puis en fonction de l'âge, moi je parle beaucoup, tu sais, moi mon public phare, ce sont les femmes. Donc dans l'accompagnement, il y a beaucoup la femme enceinte, la femme allaitante, la femme qui est en postpartum, qui est en préménopause. Son alimentation, elle a besoin d'être adaptée. Ses besoins ne sont pas les mêmes, et donc là, on va vraiment on va adapter l'alimentation. Tout à fait. Moi, j'en profite parce que c'est la rentrée pour dire que effectivement, on a un rythme qui s'accélère un petit peu, notamment les femmes avec de la charge mentale beaucoup. C'est peut-être le moment aussi de remettre un petit peu d'organisation là-dedans aussi pour vous faciliter la vie, pour avoir une bonne nutrition. Peut-être c'est de cuisiner un petit peu plus parfois le soir et puis de congeler une partie pour un jour où vous avez moins le temps, pour pouvoir emmener vos restes aussi et avoir une assiette qui soit pas un sandwich mais une bonne assiette équilibrée. Voilà, vous facilitez la vie en fait. C'est le moment de remettre ça en place pour vous faire du bien. Merci Nadège. On va clôturer cette émission. Ça y est, on a presque fini et on a encore 1 milliard de choses à vous dire, bien sûr. Mais on refera... On peut pas tout dire. Non, on peut pas tout dire en une petite heure. On vous refera, bien sûr, le point, peut-être cet automne pour, appréhender l'hiver cette fois. Et juste pour terminer, veiller au soir aussi, on l'a pas trop évoqué, mais allégez vos assiettes du soir, surtout évitez les protéines animales. Rappelez-vous que la nuit, le foie se régénère. Si vous consommez des protéines animales ou même de l'alcool aussi, c'est important de l'avoir en tête. Et au lieu de se régénérer, le foie va travailler. Et du coup, vous allez moins bien dormir. Donc, c'est un cercle vicieux aussi dans la fatigue. Donc, voilà. Toutes ces informations, j'espère que vous en ferez bon usage, que tout ce qu'on vous a partagé vous servira. Alors surtout pas de stress, l'idée c'est pas de tout appliquer là demain, c'est de vous donner des clés. N'hésitez pas à nous réécouter encore et encore. On est à votre disposition aussi si vous avez des questions. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Donc Nadège, toi c'est naturocoach.fr et moi Anaïs Roinard, naturopathe. Allez sur nos sites, n'hésitez pas à vous renseigner. On trouve plein d'informations aussi aujourd'hui sur Internet, sur les blogs, moi j'aime beaucoup aussi le compte par exemple de Marion Kaplan. Oui. Parce qu'elle parle beaucoup d'alimentation vivante et de mode de cuisson, notamment à la vapeur. J'adore son outil, le Vitaliseur. Moi, ça fait déjà 9 ans que j'utilise le Vitaliseur. Je le recommande vraiment. C'est un super appareil. Donc voilà. N'hésitez pas, on est à l'écoute pour vos questions. Prenez soin de vous. Bonne semaine de rentrée. Et moi, je vous dis à dans 15 jours. On prendra aussi soin de vous. Et cette fois, on parlera beaucoup d'activité physique. Puisque mes invités, nous parlerons de pilates. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à écouter ce soir, c'est la parenthèse parentale à 17h avec Isabelle Pierce. Et à 14h30, l'aéroport. Voilà, vous avez toutes les informations. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à dans 15 jours.